Chapitre 1. La peinture des 11 visages. Le hall principal de la galerie Beaumont était éclairé d'une lumière tamisée et artistique, comme si l'atmosphère elle-même comprenait que ce qui était exposé n'était pas une simple œuvre d'art, mais un fragment d'insondable, de précieuses toiles étaient accrochées au mur. Portraits d'aristocrates oubliés depuis longtemps, paysages mélancoliques, nature morte de l'école flamande. Mais en ce soir d'avril, toute l'attention était focalisée sur une seule œuvre, les 11 visages de la vérité, un tableau grand format du peintre autrichien énigmatique Lucas Reimann, décédé mystérieusement en 1927. La salle était bondée d'invités de marque, collectionneurs, critiques, aristocrates, sans le sou et les inévitables curieux, trop riches et sans goût. Au centre, à côté du tableau encore recouvert de velours cramoisi, Madame Marguerite Vernet, veuve d'un banquier parisien et mécène de la galerie, attendait son tour, une coupe de champagne légèrement tremblante à la main. « Mesdames et messieurs, dit-il finalement, j'ai l'honneur de vous présenter une œuvre restée cachée pendant près de 30 ans. Découverte dans le grenier d'un couvent de Graz, elle n'a, croyez-moi, rien perdu de son pouvoir dérangeant. Mesdames et messieurs, les 11 visages de la vérité. Le tissu a été retiré. Et puis, il y eut un silence palpable. Le tableau représentait une table ovale, entourée de 11 figures humaines, toutes aux traits vagues mais reconnaissables, chacune affichant une expression distincte: colère, désir, tristesse, jubilation, cynisme, peur, arrogance, sérénité, doute, mépris, et à l'extrême droite, la figure numéro 11. Le visage de quelqu'un qui semblait regarder directement le spectateur, avec un sourire ambigu et des yeux intensément réalistes. Les gens murmuraient. « Il te ressemble, Charles ?» demanda une jeune femme en plaisantant à son compagnon. « Celui de droite. »« Quelle absurdité !» répondit-il en forçant un rire. Mais tout le monde n'a pas ri. Marguerite Vernet était devenue pâle. Le verre lui glissa des mains et se brisa sur le sol. Elle murmura quelque chose d'à peine audible. Ce n'était pas là. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans les milieux artistiques. Madame Vernet avait été retrouvée morte dans sa chambre. Aucune trace de violence, aucune trace de poison, aucun mot d'adieu. La police signalait une insuffisance cardiaque, mais la dame n'avait aucun antécédent médical. Les rumeurs se répandirent bientôt. Le tableau maudit, le visage absent la veille, l'expression trop vive, trop récente. La galerie était fermée pour deuil. La police a interrogé les personnes présentes, sans grand progrès. Aucun vol n'a été constaté. Rien ne semblait anormal, si ce n'est le fait troublant que plusieurs invités, après avoir examiné des photos prises la veille, ont juré que le visage numéro 11 n'était plus le même. Il avait changé. Ou, plus inquiétant encore, il avait apparu après. C'est alors que Meu Duvivier, avocat personnel de Feu Marguerite et vieille connaissance de certains milieux prestigieux, envoya une lettre urgente à un petit appartement de la rue des Capucines, à Paris. Elle ne contenait qu'une seule ligne. Il s'est passé quelque chose qui nécessite un homme doté de cellules grises exceptionnelles. Hercule Poirot, après avoir lu la lettre tout en dégustant méticuleusement une tranche de pain grillé au miel des Alpes, ajusta sa moustache devant le miroir, l'inspectant à la loupe de poche. Puis,
À voix basse, il remarqua un visage qui apparaît plus tard. C'est très intéressant, un crime sans scène ou une scène qui est le crime lui-même. Muni de sa canne, de son chapeau melon et de sa valise en cuir parfaitement remplie, il se dirigea vers la gare. On l'attendait à Nice, où le soleil brillait et où la galerie Beaumont avait fermé ses portes. Mais le mystère venait d'être éclairci. Chapitre 2. La dame qui est morte. En regardant un visage. Le train qui transportait Hercule Poirot vers la Côte d'Azur avançait avec la ponctualité suisse, mais son esprit était déjà à Nice, entre les murs silencieux de la Galerie Beaumont. Installé dans son compartiment de première classe, Poirot feuilleta un dossier que M. Duvivier lui avait envoyé par messager spécial à la gare de Lyon. Il comprenait des coupures de presse sur l'exposition, la nécrologie de Marguerite, Vernet et une série de photographies du tableau « Les 11 visages de la vérité ». Il les observa attentivement, un par un. Son regard s'attarda non pas sur leurs visages, mais sur ce qui entourait leurs yeux, les ombres du pinceau, la texture de la peinture à l'huile. Puis, il se pencha en avant, comme pour entendre un murmure surgir de la toile elle-même. « Mon ami, murmura-t-il pour lui-même, le tueur n'a pas tué avec une arme, mais avec émotion. Et ça, monsieur Reitman, c'est un choix très artistique. » À son arrivée à Nice, Poirot fut accueilli par monsieur Duvivier lui-même, un homme maigre au visage anguleux et aux cheveux entièrement blancs, qui ne semblait pas contrarié, mais plutôt agacé par la perte de contrôle que représentait la situation. « Monsieur Poirot, je ne sais pas si vous croyez au surnaturel, mais... » « Jamais, monsieur. » Poirot l'interrompit fermement. « L'inexplicable est simplement ce qui n'a pas encore été expliqué. Pouvez-vous m'emmener à cet endroit ? Bien sûr, la galerie reste fermée. Mais l'inspecteur local n'est pas ravi de votre arrivée. Il pense que madame Vernet est morte de cause naturelle. Alors il te sera très facile de me supporter si tout est si clair. » À l'aube, la galerie Beaumont avait l'allure d'un mausolée. La lumière pénétrait obliquement, capturant les particules de poussière en suspension. Au centre de la pièce, recouvert d'un drap blanc, se dressait le tableau. Ils ont étouffé l'affaire depuis l'incident, l'a expliqué Duvivier. À la demande expresse des employés, ils disent que depuis la mort de madame Vernet, ils ont l'impression d'être surveillés. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il contourna prudemment le tableau encore inconnu. Son regard scruta le sol, les alentours, les bancs où étaient assis les invités, le pupitre d'où la présentation avait lieu. Combien de personnes ont assisté à l'ouverture ? 34, selon la liste. Parmi eux, Charles Deschamps, le jeune collectionneur, Sylvie Manet, la critique d'art, les époux Duval, propriétaires d'un musée à Toulouse, et un certain Émile Rauch, restaurateur d'art allemand. Tous invités personnellement par madame Vernet. Poirot haussa les sourcils. « Restaurateur d'art, dites-vous ? » ?»« Oui. » D'après Vernet, c'était un spécialiste de Reitman. Mais personne en France ne semblait le connaître avant cette semaine. Et quelqu'un d'autre a vu le visage qui, disons, est apparu ? Au moins 5 invités ont remarqué le changement, mais aucun n'en est totalement sûr. Ils disent que croire ayant vu un visage différent, peut-être ceux n'étaient pas présents auparavant. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Même Charles Deschamps a dit « Peut-être qu'on me l'a suggéré ».
Tout cela est très vague. Mais oui, justement, c'est dans le flou que se cache la vérité la plus précise. Poirot s'approcha lentement du tableau et retira le drap. Les 11 visages de la vérité le fixaient maintenant en silence. Son attention se porta immédiatement sur le visage numéro 11, un homme mûr, à la mâchoire ferme, aux yeux bruns intenses et aux cheveux coiffés sur le côté. Existe-t-il des traces antérieures de cette œuvre, des photographies, des croquis de l'auteur, des reproductions? Juste cette photo d'il y a 3 jours, dit Duvivier en lui tendant une copie. Poirot le compara au tableau actuel. Ses yeux se plissèrent. La technique est d'une uniformité troublante. Si quelqu'un a modifié ce tableau, il l'a fait avec une habileté quasi surhumaine. Mais il se pencha, sortit une loupe de sa poche et examina une petite fissure dans le coin inférieur droit. Elle n'est pas complètement sèche. Duvivier cligna des yeux. « Vous voulez dire que le tableau a été modifié récemment ?» Poirot hocha gravement la tête. Quelqu'un a ajouté ce visage plus tard, probablement le soir même de l'exposition, et Madame Vernet l'a reconnu. Pas le style, ni la technique, mais l'homme. Cet après-midi-là, Poirot visita la résidence Vernet. La maison était en ordre, pas un rideau ne dépassait. Dans la chambre, il découvrit un détail curieux. Sur la coiffeuse, soigneusement posée, une photographie, face cachée. En la soulevant, Poirot vit le portrait d'un homme au visage vaguement familier, celui-là même qui apparaissait comme le visage numéro 11. « Voilà », murmura-t-il. Madame Vernet mourut en regardant un visage qu'elle ne s'attendait plus à revoir, et la surprise lui ravit le cœur. « Maintenant, mes petites cellules grises, il faut que nous sachions. Qui avait intérêt à ce qu'elle voie cela ?» Chapitre 3. Le restaurateur qui n'a rien restauré. L'hôtel Saint-Antoine, perché sur une colline surplombant le bleu profond de la Méditerranée, était l'endroit où le mystérieux Émile Rauch séjournait depuis son arrivée à Nice. C'était un hôtel à l'extérieur élégant, mais à l'âme fatiguée. Moquettes usées, réceptionnistes peu scrupuleux et ascenseurs qui ronchonnaient avant même de démarrer. Poirot et Duvivier arrivèrent peu avant midi. À la réception, le concierge leva à peine les yeux. « Monsieur Rauch ?» demanda Poirot de son ton le plus poli. « Chambre 306. Il n'est pas sorti depuis hier soir. »« Pourriez-vous annoncer notre arrivée ?» Le concierge frappa. Rien. Il réessaya. Silence. Poirot haussa un sourcil. « Peut-être qu'on le surprend, » suggéra-t-il doucement. La chambre 306 était fermée, mais non sécurisée. Lorsqu'ils poussèrent la porte, une épaisse odeur de térébenthine et de vernis les accueillit. Émile Rauch était là, assis à une table de travail improvisée, avec des pinceaux, des tubes de peinture et une toile qui n'était pas le tableau de Reitman, mais une copie inachevée. Mais Rauch ne bougea pas. Son corps était rigide, son torse affaissé. De la mousse sèche coulait dans sa bouche. Par terre, un bocal ouvert portait une étiquette allemande, somnifère, dose très dangereuse. Poirot n'avait pas besoin du coroner. « Trop propre, » murmura-t-il, « et trop opportun. » L'inspecteur local, Giraud, arriva d'un air agacé. L'idée que Poirot intervienne dans sa juridiction ne lui plaisait pas. « Le suicide, bien sûr, » dit-il en regardant le corps. Poirot regardait simplement.
Pourquoi un homme se faisant passer pour un restaurateur, voyageant en France avec une identité à peine vérifiée, se suiciderait-il 3 jours après son arrivée, laissant derrière lui une copie inachevée, presque parfaite, d'un tableau que personne ne lui a demandé de restaurer? Giraud haussa les épaules. Culpabilité ou peur? Et si c'était lui qui avait modifié le tableau? Une hypothèse, oui. Mais regardez, Poirot a soulevé un pinceau du sol avec un mouchoir, encore humide. Et pourtant, le vernis du tableau de Beaumont est déjà suffisamment sec pour qu'aucun changement ne soit perceptible au toucher. Comment est-ce possible? L'inspecteur n'a pas répondu. Poirot se tourna vers Duvivier. La galerie dispose-t-elle d'une caméra de sécurité? En théorie, oui. Mais Marguerite s'en méfiait. Elle les faisait éteindre lors des événements privés. C'est dommage. Mais, mon ami, pourriez-vous enregistrer les bagages de M. Rauch? Après l'arrivée du coroner, Giraud autorisa la perquisition. Parmi les effets personnels de Rauch se trouvait un passeport allemand, une brosse à dents, plusieurs documents professionnels et une simple enveloppe Kraft sans adresse de retour. Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une lettre dactylographiée et une photographie en noir et blanc. À Madame Vernet, le 11e homme de vérité n'est pas mort en 1927. Il vit et il se souvient d'elle. Voici son avertissement. La photographie représentait le même homme que le portrait retrouvé dans la chambre de Vernet. Mais cette fois, il se tenait devant une cabane en bois avec un paysage alpin en arrière-plan. Au dos, au crayon, était écrit « Tyrol, 1936 ». Poirot leva lentement les yeux. Ses yeux brillaient d'une anxiété contenue. Monsieur Duvivier, y avait-il quelqu'un dans la vie de Marguerite avant son mariage? Quelqu'un qui, par commodité, n'a jamais été mentionné? L'avocat s'immobilisa, puis il hocha la tête avec regret. Un scandale oublié. Marguerite fut envoyée dans un couvent à Vienne à 19 ans. Sa famille le cacha. On dit qu'il y avait un homme, un peintre peut-être, mais tout fut étouffé. Poirot ferma les yeux un instant. Donc il savait ce qu'il voyait dans le tableau. Ce n'était pas seulement un visage, c'était le visage du passé. Il ne craignait pas un meurtrier. Il craignait un souvenir. Plus tard, de retour à son hôtel, Poirot rassembla ses pensées, tandis qu'il lissait son pyjama avec une minutie quasi religieuse. Il s'arrêta devant le miroir et parla doucement. 2 morts, l'une non violente, l'autre déguisée en suicide. Un tableau changeant, et un homme qui était censé être mort, et qui est revenu pour observer depuis le tableau. Il s'assit, croisa les jambes et serra les doigts. Il y a un message ici, pas seulement pour Madame Vernet, pour nous tous. Et, mes amis, ce message n'est pas encore terminé. Chapitre 4. Les vérités peintes de mensonges. Oh! Le lendemain matin, Poirot se rendit à la galerie Beaumont avec un objectif clair. Il avait demandé un rendez-vous avec tous les employés présents lors du vernissage. Il voulait tous les entendre. Non pas pour ce qu'ils savaient, mais pour ce qu'ils pensaient. Il croyait savoir. Dans une petite salle attenante à l'exposition, attendait M. Claude Ravel, conservateur de la galerie, Brigitte Léonard, assistante personnelle de Madame Vernet,
Jacques Montfort, agent de sécurité, et le jeune Camille Fournier, apprenti restaurateur. Mes amis, commença Poirot, debout, devant eux, les mains croisées sur la poitrine. Je ne demande ni aveu, ni certitude, seulement vos souvenirs. Parfois, dans les plus petits détails, se cachent les plus grands crimes. Il les regarda tous. Ils semblaient tous un peu tendus, mais pas forcément par culpabilité. Claude Ravel, un homme mince portant des lunettes rondes, fut le premier à prendre la parole. Madame Vernet m'a expressément demandé de ne pas installer le tableau avant la dernière minute. Elle a précisé qu'il ne devait pas être exposé à l'humidité. Nous l'avons installé le jour de l'événement, 3 heures avant l'inauguration. Et qui d'autre était dans cette pièce pendant ce temps-là? Moi. Jacques, qui a supervisé le déménagement. Et Camille, au cas où un nettoyage superficiel serait nécessaire? Et Émile Roche? Claude a fermement nié. Non. Il est arrivé pendant la manifestation, peu avant le toast. Il semblait perplexe, voire un peu agacé. Il a dit que ce n'était pas le moment d'exposer une telle œuvre sans l'intervention d'un restaurateur. Poirot se tourna vers la jeune Camille, qui était restée silencieuse. « Mademoiselle ?» Des observations, elle hésita. Puis, à voix basse, « J'ai remarqué quelque chose. En déballant le tableau, il m'a semblé que le vernis était un peu plus frais que d'habitude. Il sentait légèrement la résine de copal, ce qui est inhabituel pour une œuvre aussi ancienne. Mais je me suis dit que Maître Reitman avait peut-être utilisé des techniques inhabituelles. Ah non, mademoiselle, toi pensais quelque chose qu'il n'a pas osé vérifier. Pourquoi? Parce que madame Vernet m'a donné des instructions claires. Ne remets pas en question la toile, m'a-t-elle dit. Montre-la simplement. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Et vous, monsieur Montfort? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel le soir de l'incident? Le garde de sécurité fronça les sourcils. Il y avait une silhouette que je n'ai pas bien vue. Un homme, grand en costume sombre. Il n'était pas sur la liste, mais il est entré sans badge. J'ai pensé que c'était un client influent. Il est resté seul dans la pièce quelques minutes, alors que presque personne n'était encore arrivé. Le reconnaîtriez-vous? Peut-être. Il avait une cicatrice au menton. Poirot hocha lentement la tête. Puis, il se tourna vers Claude. « Avez-vous une trace de l'origine exacte du tableau ?» Claude hocha la tête. « Il a été apporté d'Autriche par un contact d'Émile Roche. Il était scellé avec un certificat du couvent de Graz. Mais, maintenant que vous le mentionnez, je trouve curieux que la lettre d'authenticité ne porte pas de signature, juste un sceau d'église décoloré. Oui, ça c'est intéressant. Un chef-d'œuvre voyageant sans authentification formelle. Comme si quelqu'un avait voulu que cela arrive. Comme cela est arrivé. Peu après, Poirot et Duvivier marchaient le long de la promenade des Anglais sous un ciel clair et d'une sérénité trompeuse. Le détective parlait lentement. « Connaissez-vous Monsieur Charles Deschamps ?» Le jeune collectionneur, oui. Il a récemment hérité d'une fortune et a alterné vente aux enchères et acquisitions. Il est impulsif, peu intellectuel, mais ambitieux. Hier, il a dit que le visage numéro 11 lui ressemblait. Était-ce une plaisanterie ou un lapsus révélateur? Je ne sais pas.
mais Charles a une cicatrice au menton. Poirot s'arrêta. Net. Ah, la vanité! Ce miroir des motivations humaines. Et si ce n'était pas la peur qui avait tué Marguerite, mais un geste de pouvoir, un message « Je suis revenu et tu ne m'as pas supprimé » Duvivier pâlit. Suggérez-vous que Deschamps pourrait être le fils de... Exactement. Et quelle meilleure façon de dire à sa mère qu'il est de retour qu'en peignant son propre visage sur l'œuvre qu'elle redoutait. Une signature vivante sur un tableau qui n'a jamais été le sien. Mais... alors, pourquoi tuer Rauch? Parce que Rauch aurait pu parler. Parce que ce n'est peut-être pas lui qui a modifié le tableau, mais celui qui a contribué à son obtention. Et quand il a fait sa part, il a été éliminé. Ce soir-là, Poirot rédigea une lettre et l'envoya discrètement à la réception de l'Hôtel du Midi, où séjournait Charles Deschamps. Il sollicita un entretien le lendemain pour discuter de l'interprétation psychologique des visages dans l'œuvre de Reitman. Il savait que le jeune homme ne pourrait pas résister. Poirot, rangeant soigneusement sa table, murmura « Ce n'est pas le tableau qui révèle le crime, mais le fait de vouloir y apparaître. Car dans chaque trait, il y a de la vanité, et dans chaque vanité, une erreur. » Chapitre 5. L'ombre qui voulait être une signature. L'Hôtel du Midi, bien que plus moderne que le Saint-Antoine, conservait une allure prétentieuse qui tentait de masquer sa jeunesse sous de lourds rideaux et de faux lustres. À 11 heures du matin, Hercule Poirot apparut dans le salon de thé de l'hôtel, comme il l'avait convenu dans sa lettre à Charles Deschamps. Le jeune homme arriva avec 5 minutes de retard. Il était impeccablement habillé, comme toujours. Un costume gris clair, un mouchoir dans sa poche et une épingle à cravate en forme de lyre. À sa vue, Poirot se leva poliment, l'observant toujours attentivement. « Monsieur Deschamps, merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Votre lettre a piqué ma curiosité. Une interprétation psychologique de l'art? Je dois avouer que je n'ai jamais été un grand fan de l'analyse freudienne. Moi non plus. Monsieur, répondit Poirot avec un léger sourire. Je préfère la logique des émotions aux théories des rêves. Veuillez vous asseoir. Ils commandèrent du thé Darjeeling et des petits fours. Poirot, comme toujours, les sucres avec exactement une cuillère à café et demi de sucre. Dites-moi, monsieur, comment avez-vous rencontré Madame Vernet? Charles adopte un air légèrement théâtral. C'était une amie de mon défunt père. Nous nous sommes rencontrés lors de plusieurs dîners organisés par le Cercle des collectionneurs d'art à Paris. Elle s'est prise d'affection pour moi, je crois. Elle disait que j'avais un instinct pour ce qui dérange. C'est peut-être pour cela qu'elle m'a invité au vernissage. Poirot hocha lentement la tête. Et quand vous avez vu le tableau, vous avez mentionné qu'un des visages vous ressemblait. Vous vous en souvenez? Deschamps rit avec élégance. Oh oui, une blague de salon sans doute. L'ont-ils pris au sérieux? Beaucoup de blagues révèlent plus qu'elles ne cachent, monsieur. Dites-moi, êtes-vous déjà allé en Autriche? Charles posa la tasse sur la soucoupe avec un peu plus de force que nécessaire. Une fois, il y a quelques années, à Innsbruck, je crois, j'étais de passage. Connaissiez-vous
Le couvent de Graz le fait que Poirot baissa la tête, comme s'il ne voulait pas paraître agressif. Un détail mineur. Le tableau a été retrouvé là. Curieux qu'une œuvre qui se termine à Nice, avec un visage si familier, soit restée en sommeil pendant des années dans un couvent isolé. Le monde de l'art est plein de coïncidences. C'est peut-être pour cela qu'il me fascine. Et parfois, monsieur, les coïncidences sont tout simplement des crimes que nous n'avons pas encore compris. Un bref silence s'installa entre eux. Vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de madame Vernet? Non, monsieur, répondit Poirot, je suis seulement intrigué par le désir humain de laisser une trace. Certains le font avec des mots, d'autres avec des peintures, et quelques-uns avec la vengeance. Charles se leva. C'était une conversation dérangeante. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Poirot. Poirot ne l'arrêta pas. Il le regarda simplement sortir, droit, digne, mais avec une tension à peine perceptible dans la mâchoire. En se rasseyant, Poirot murmura « Quand le tueur se voit dans le portrait, il sourit comme quelqu'un qui a déjà signé une œuvre. Mais il oublie que toute signature peut être falsifiée ou découverte. » Cet après-midi-là, Poirot visita à nouveau la résidence Vernet. Cette fois, il demanda à voir la bibliothèque privée, située dans une petite tour sur le côté de la maison. C'était un espace circulaire avec des fenêtres gothiques et des étagères atteignant le plafond. Brigitte Léonard, l'assistante du défunt, l'accompagnait. « Madame Vernet venait ici tous les soirs, » dit Brigitte. Elle lisait jusqu'à l'aube. Et dernièrement, elle écrivait. Poirot s'arrêta. Est-ce qu'il a écrit? Oui, dans un carnet à couverture rouge. Il l'avait toujours sur lui. Il l'appelait « ma confession sans procès ». Il disait que les morts méritent qu'on leur parle, même s'ils ne répondent pas. Poirot parcourut les étagères du regard. Il trouva bientôt une niche où la poussière dessinait un contour net. Quelqu'un avait récemment retiré un carnet. « Es-tu sûr qu'il était encore là la nuit où il est mort ?» Brigitte hésita. « Je l'ai vu cet après-midi-là, sur le bureau, mais quand nous sommes entrés dans la pièce avec le médecin, il avait disparu. J'ai cru que quelqu'un l'avait ramassé par respect. Qui d'autre est entré dans cette pièce cette nuit-là? Le médecin, Jacques Montfort, pour aider au corps, et Charles Deschamps, quelques minutes plus tôt. Il avait dit qu'il était venu lui dire au revoir. Marguerite ne l'avait pas vu. Elle était restée dans le couloir. Étiez-vous seul à ce moment-là? Oui. La dame refusait de voir qui que ce soit d'autre. Elle disait avoir déjà vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Poirot se tourna vers la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur les tuiles dorées de Nice. La voix de Marguerite résonna dans son esprit. J'ai déjà vu ce que je n'aurais pas dû voir. Un carnet perdu. Un visage peint, là où il ne devrait pas être. Un jeune homme qui voulait être vu. Poirot se tourna vers Brigitte avec une nouvelle intensité dans ses yeux. J'ai besoin de voir les actes notariés de la famille Vernet. Tout, ce qui concerne les naissances, les héritages, les silences et les omissions. Brigitte pâlit. Pensez-vous qu'il y a un enfant non reconnu? Non, mademoiselle, je ne crois pas. Je sais, et il est venu non seulement pour réclamer ce qu'il considère comme sien, mais aussi pour punir ceux qui le lui ont refusé.
Chapitre 6. Le nom qui n'a jamais été dans le testament. La matinée était grise sur Nice. Un vent marin bruissait dans les feuilles des platanes de la place Masséna. À l'intérieur de l'étude du notaire Jacques Monneret, en revanche, l'atmosphère était tout sauf agitée. Là, les documents reposaient immobiles dans des classeurs en bois poli, comme si le temps lui-même avait été archivé entre parchemin et sceau. Poirot, parfaitement habillé comme toujours, sa canne soigneusement appuyée contre sa chaise, se tenait devant le bureau du vieux notaire, dont les mains tremblaient au moment où il tournait les pages, non pas de nervosité, mais à cause des années accumulées. « Monsieur Monneret, commença Poirot, je crois savoir que Madame Vernet est votre cliente depuis plus de 20 ans. Pourriez-vous me dire si elle a déjà modifié son testament ? 5 fois, répondit la notaire d'une voix mesurée, toujours avec une précision chirurgicale. C'était une femme extrêmement consciente de la valeur de chaque mot. Et toujours les mêmes bénéficiaires, en grande partie, quelques changements mineurs. Une bourse pour un jeune musicien, une fondation pour les artistes sans ressources. Mais les principaux héritiers sont restés inchangés. Sa nièce Geneviève, la galerie et M. Duvivier. Poirot plissa les yeux. Aucune mention de progéniture. Aucun monsieur. Madame Vernet n'a jamais eu d'enfant. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il sortit de la poche intérieure de sa veste une copie de la photographie retrouvée dans la chambre du défunt Émile Rauch. Il la fit glisser lentement sur le bureau. « Reconnaissez-vous cet homme ?» Monneret ajusta ses lunettes et regarda en silence pendant une longue minute. « Non, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Quoique, ça aurait pu être un jeune client d'il y a bien des années. Peut-être un certain Julien ou Jean. Je vous le dis, il avait un accent étranger, poli, réservé. Il est venu une fois pour demander des documents de naissance, dont le notaire hésita. D'un enfant inconnu, né au couvent de Grâce en 1926, fils d'une mère française. Aucun père n'a été enregistré. L'enfant fut confié à l'adoption par une famille autrichienne l'année suivante. Poirot se pencha en avant, son expression grave. Qui a signé la renonciation à la tutelle ? Une Marie Garnier. Mais cette identité n'a jamais été confirmée. Un faux nom sans doute. Marie Garnier, répéta Poirot en fermant les yeux un instant. Une jeune femme envoyée en Autriche par sa famille. Un nom de famille courant, capable de dissimuler la honte d'un nom royal. Protégé. De retour à son hôtel, Poirot ouvrit sa serviette en cuir sombre et posa 3 objets sur la table. La photographie de Tyrol, le portrait retrouvé dans la chambre de Marguerite et une copie récente du tableau, les 11 visages de la vérité. Le visage numéro 11, le seul à avoir un regard frontal, le regarda, non pas avec culpabilité, mais avec quelque chose de plus troublant, une satisfaction contenue. « Voilà, » murmura Poirot. L'enfant rejeté ne voulait pas d'argent. Il ne demandait pas d'amour. Il voulait juste être voir, parce que tout, au long de sa vie, il a été l'ombre de quelqu'un qui ne l'a jamais reconnu. On frappa à la porte. C'était Duvivier, portant un épais dossier contenant des documents familiaux. Tout ce que nous avons trouvé. Et il y a une lettre sans adresse de retour
datée d'il y a une semaine seulement. Elle était cachée parmi des papiers personnels. Marguerite a dû la lire juste avant de mourir. Poirot prit la lettre. Elle était écrite sur du papier épais, avec une vieille machine à écrire. Je ne cherche pas ton pardon, juste ton attention. Tu étais une mère sans nom. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est que d'avoir un enfant sans visage. J'ai choisi le mien. Je l'ai accroché dans ton monde, et tu l'as regardé. Enfin, ce n'était pas signé. Poirot resta longtemps silencieux. Puis, de sa voix la plus douce, « C'est un manifeste, non pas du crime, mais de l'existence. Tu crois toujours que c'était Deschamps ?» Poirot secoua lentement la tête. « Plus maintenant. Il a aussi été utilisé, manipulé. Sa ressemblance avec le visage du tableau n'était pas une coïncidence. C'était nécessaire pour semer le doute. Le véritable coupable du crime ne voulait pas être montré du doigt, juste être reconnu. Mais il a commis une erreur. Il a cherché l'éternité sur la toile. Et cet ego laisse toujours des traces. Ce soir-là, Poirot dîna seul. Il commanda une sole au citron et but un demi-verre de vin blanc. Après avoir terminé, il sortit une feuille de papier et rédigea un mot adressé à l'inspecteur Giraud. « Demain à 17 h, retrouvez tous les invités du vernissage à la Galerie Beaumont. Je vous assure que ce sera le seul interrogatoire dont vous aurez besoin. » Poirot plia soigneusement le papier et le remit à la réception. Puis, il ajusta sa moustache devant le miroir et se dit « Le tueur a terminé son œuvre. Il est temps pour moi de terminer la mienne. » Chapitre 7. L'interrogatoire qui a peint la vérité. À 17 h précises, le hall principal de la Galerie Beaumont était à nouveau rempli de visages familiers. Cette fois, non pas de spectateurs, mais des pièces d'un puzzle humain convoqué par Hercule Poirot. L'atmosphère était d'une tension différente de celle du soir du vernissage. Pas de champagne, pas de murmures enthousiastes, pas d'applaudissements. Seule l'impatience intense de ceux qui sentent le rideau tomber et craignent d'être le personnage qui disparaît avec lui. Réunis en demi-cercle devant la toile recouverte, se trouvait Charles Deschamps, avec son insouciance habituelle, mais les yeux cernés. Camille Fournier, nerveux, un carnet à la main. Claude Ravel, plus pâle que jamais, Jacques Montfort, les bras croisés, suspendus à chaque mot. Et Sylvie Manet, la critique d'art qui avait passé la semaine entière à éviter la presse. Était également présent l'inspecteur Giraud avec son scepticisme habituel et M. Duvivier discrètement à l'écart. Poirot apparut ponctuellement, tel un acteur dont l'entrée est parfaitement synchronisée. Il marcha lentement vers le centre du groupe, les mains jointes dans le dos. « Messieurs et mesdames, merci de votre patience. Je vous assure que vous n'êtes pas ici en qualité d'accusé, mais de témoin d'une révélation. Car ce crime n'est pas seulement une question de savoir qui tuer, mais dont il a osé raconter son histoire aussi cruellement que brillant. Il a découvert le tableau. Les 11 visages se tournèrent vers tous les présents. Cette fois, le silence était absolu. Le visage numéro 11 semblait encore plus vivant dans la froide lumière de la fin de journée.
Quand madame Vernet vit ce visage, poursuivit Poirot, elle cria non pas de peur, mais de reconnaissance, ni de l'artiste, ni du style. À l'homme, il regarda Charles Deschamps. Vous, monsieur, avez cru un instant qu'il vous ressemblait, et cela faisait partie du plan. Votre ressemblance avec le véritable auteur était utilisée pour détourner l'attention, pour semer le doute. Charles fronça les sourcils. Tu dis que j'ai été utilisé? Exactement. Comme un miroir flou. Parce que le vrai tueur avait besoin que tout le monde le regarde, mais qu'il voit mal. Poirot se tourna vers Camille Fournier. « Mademoiselle, vous avez remarqué que le vernis était récent, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle doucement. « Mais je pensais que je ne devais pas le dire. » Parce que quelqu'un lui a demandé de se taire. « Qui ?» Camille hésita. Puis, dans un murmure à peine audible, « Claude Ravel. » Tout le monde se tourna vers lui. Ravel se raidit. « C'est faux, j'ai juste dit de ne rien modifier. » De respecter les lieux. Poirot hocha lentement la tête. « Et pourtant, monsieur, vous étiez l'un des rares à avoir eu accès au tableau avant son exposition ?» Avec Camille et feu Émile Rauch. C'est Rauch qui l'a apporté. S'il y a eu falsification, c'est de lui. Ah, mais Rauch ne peignait pas. Il était juste facilitateur. Il était le messager de quelqu'un d'autre. Poirot sortit une feuille de papier plié de sa poche. J'ai reçu confirmation d'Autriche. Le tableau original de Reitmann, Les 11 visages de la vérité, se trouve toujours dans les archives du couvent de Graz. Il a été offert à une collection suisse, mais n'a jamais voyagé. Ce qui était exposé ici est une copie, extraordinaire, certes, mais une copie. Les personnes présentes étaient stupéfaites. Ravel balbutia « Ce n'est pas possible. » Oh, mais si cela a été rendu possible grâce à un faussaire talentueux, fortuné et disposant de documents volés. Quelqu'un qui a engagé Rauch pour rapporter la copie, utiliser sa réputation de restaurateur et la faire passer pour une œuvre redécouverte. Et ainsi lui donner un visage que personne ne pourrait ignorer. Poirot a regardé Jacques Montfort. Vous avez dit avoir vu un homme dans la galerie avant l'arrivée des invités. Costume sombre, cicatrice au menton. Jacques hocha vigoureusement la tête. Oui, je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas sur la liste. Poirot déplia la photographie du Tyrol. C'était un homme? Le garde la regarda et hocha la tête. Oui, plus vieux, mais ses yeux, je ne les oublierai pas. Poirot éleva à peine la voix. Cet homme était Julien Vernet, le fils méconnu de Marguerite Vernet, né en secret et abandonné dans un couvent en 1926. Il grandit avec la fureur silencieuse de celui qu'on ne nomme jamais. Et il trouva le chemin de l'immortalité, non pas dans un acte de naissance, mais dans un tableau. Duvivier intervient, visiblement affecté. Mais tu dis que Julien est vivant? Qu'il était là? Il était là. Il est arrivé, a laissé sa signature et a disparu. Comme une ombre enfin aperçue. Poirot se tourna une dernière fois vers Claude Ravel. Et tu le connaissais? Tu l'as aidé à monter toute cette affaire. Pourquoi? Le conservateur prit une profonde inspiration. Ses yeux étaient deux puits de résignation. Parce qu'il m'a payé. Parce qu'il m'a convaincu que c'était de l'art, pas un crime. Qu'il voulait juste
Cela pétait. Je n'aurais jamais imaginé que Madame Vernet mourrait. Il n'est pas mort pour la peinture, le corrigea froidement Poirot. Il est mort sous le poids d'une vérité passée sous silence toute sa vie. L'inspecteur Giraud plaça Ravel en garde à vue. Les autres personnes présentes restèrent longtemps silencieuses, comme si l'écho du passé n'avait pas encore quitté la pièce. Poirot s'approcha à nouveau du tableau. Il regarda le visage numéro 11. Voilà le fils qui n'a jamais été écrit sur papier, a été écrit à l'huile, et dans la mort de sa mère, il a trouvé ce qu'elle n'avait jamais pu lui donner de son vivant, le regard qui ne le quitte jamais. Chapitre 8. L'héritage que seul Oblivion a signé. Le lendemain de l'interrogatoire, la Galerie Beaumont fermait officiellement son exposition. Un ruban bleu s'étendait à l'entrée, telle une blessure fraîche. À l'intérieur, seuls subsistaient les échos de la dernière grande révélation. Le tableau, déjà emballé dans un coffre-fort, avait été saisi par la police comme pièce à conviction. Mais Hercule Poirot savait que le crime ne résidait pas dans la toile elle-même, mais dans le vide qui l'entourait. Ce matin-là, Poirot fut convoqué par maître Duvivier au cabinet de la famille Vernet. L'avocat, pourtant impeccable comme toujours, montrait des signes de fatigue provenant non pas d'un sommeil interrompu, mais d'une conscience troublée. « Monsieur Poirot, dit-il en lui offrant un siège, l'histoire que vous avez révélée n'est pas seulement celle d'un décès. Elle brise une généalogie. »« Oui, mon ami, » répondit doucement Poirot, « parce que chaque crime né du silence finit par révéler des vérités que beaucoup préféreraient ne pas entendre. » Duvivier lui tendit un petit dossier. Le couvent de Grâce a confirmé que Marie Garnier était une fausse identité. Mais des documents manuscrits, recoupés avec les registres d'immigration français, nous permettent de confirmer qu'il s'agissait de Marguerite Vernet. La signature comparative ne laisse planer aucun doute. Poirot feuilleta les documents avec son calme méticuleux. Ils confirmèrent ce que ces petites cellules grises soupçonnaient déjà. Marguerite avait donné naissance à Julien en 1926. L'enfant avait été adopté par une famille autrichienne. Rien de légal, rien d'enregistré en France. Juste une échappatoire rapide à un scandale qui ne devait pas éclater. « Et les Vernet ?» demanda Poirot. Aucun d'eux n'était au courant. La famille a plaidé l'ignorance, a répondu Duvivier. Même si je soupçonne que, comme c'est souvent le cas, ils savaient, mais ont choisi de ne pas le savoir. Souviens-toi. Et le jeune Julien, dit Poirot pensivement, a grandi sans héritage, sans nom, sans portrait, jusqu'à ce qu'il décide de peindre le sien. Plus tard, Poirot reçut une visite inattendue. Camille Fournier, l'apprentie restauratrice. Elle avait demandé à le voir de toute urgence. « Monsieur Poirot, j'ai trouvé ceci hier soir, » dit-il en posant un carnet à couverture rouge sur la table. Il était caché derrière le socle de la bibliothèque privée de Madame Vernet. C'est le carnet dont je vous ai parlé. Poirot le prit avec un soin respectueux. En l'ouvrant, il découvrit une écriture ferme et sobre, le journal d'une femme qui, pendant des années, avait enfoui son histoire dans l'encre, non par honte, mais par crainte de déclencher une tempête
qu'elle ne saurait plus maîtriser. Il a lu des fragments clés. Je l'ai vu une fois à Paris, de loin. Il ne m'a pas reconnu. Il portait un manteau noir et avait l'air de quelqu'un qui a appris à vivre sans appartenance. Je lui ai écrit une lettre anonyme il y a des années. Je n'ai jamais reçu de réponse. Le sait-il? Le sait-il? Vraiment? J'ai peur qu'un jour il frappe à ma porte, non pas en tant que fils, mais en tant que juge. Je n'osais pas prononcer son nom, même pas dans mes prières. Poirot referma doucement le carnet. Il regarda Camille, qui l'observait en silence. « Tu penses qu'elle l'a regretté ?» Poirot réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Non, je crois qu'elle a souffert. Mais le repentir exige du courage. Et Madame Vernet était une femme brillante, mais humaine. Elle a fait ce qu'elle pensait nécessaire en son temps. Et maintenant, le temps l'a rattrapée. » Ce soir-là, Poirot marchait sur la promenade des Anglais. Autour de lui, les cafés étaient encore pleins, les touristes riaient, et le monde tournait, inconscient de la tragédie qui s'était déroulée dans le silence d'un tableau. Il s'arrêta devant la mer. Les vagues étaient douces comme un souffle, profond l'invitant à réfléchir. Où était Julien maintenant? Lisait-il les journaux, fier, satisfait, ou blessé par l'écho resté sans réponse? Poirot ferma les yeux. Le crime n'était pas le portrait, c'était l'absence de cadre pour le contenir. C'était le déni d'une vérité aussi humaine que cruelle. Et comme tous les crimes identitaires, il ne laissera aucune trace, seulement un écho. À son retour, à l'hôtel, il a reçu une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. « Merci de l'avoir regardé comme je n'aurais jamais pu le faire. » Il n'y avait pas de signature, juste une tache d'encre, comme si quelqu'un avait commencé à écrire un nom et s'était arrêté. Poirot la regarda longuement. Puis, il rangea le papier dans sa poche avec le carnet rouge. Chapitre 9. La signature. Invisible. L'aube niçoise avait des allures spectrales ce matin-là. Le ciel s'éclairait d'une douce lumière, presque grise, comme si la ville entière s'éveillait d'un rêve troublant. Pour Hercule Poirot, cependant, le repos était total. Seuls des détails restaient à résoudre. Et une dernière silhouette évoluait encore dans l'ombre, l'homme sans nom, le fils sans héritage, l'artiste qui n'avait jamais signé, mais que tout le monde avait vu. Poirot était dans sa chambre d'hôtel, lisant pour la énième fois la brève note anonyme qu'il avait reçue la nuit précédente. « Merci de l'avoir regardé comme je n'aurais jamais pu le faire. » Son écriture était étrangement méticuleuse, mais pas professionnelle. À mi-chemin entre la précision d'un graveur et l'incertitude de quelqu'un qui écrivait rarement des lettres personnelles. La tache d'encre sur le bord inférieur ressemblait à un accident. Mais Poirot savait que rien dans cette histoire n'était fortuit. Il décide de visiter une dernière fois l'endroit où tout a commencé. La galerie Beaumont était vide, mais pas morte. L'écho des pas résonnait encore, rappelant que les œuvres humaines, même les plus dérangeantes, laissent leur empreinte sur les murs. Claude Ravel n'était plus là. Il avait avoué son rôle dans la manipulation de l'événement, mais niait connaître le lieu exact où se trouvait Julien Vernet. Il le décrivait comme un homme calme, courtois, mais avec le regard de quelqu'un qui a vécu trop d'années en silence.
Poirot entra dans la pièce où il avait été pendule 11 visages. De la vérité, le cadre était toujours accroché au mur, nu. Un vide carré impossible à ignorer. Au sol, Camille Fournier et un nouveau conservateur emballaient d'autres œuvres pour une future exposition plus conventionnelle. « Monsieur Poirot, dit Camille en le voyant entrer, je croyais que vous aviez déjà clos votre enquête. Ma chère, répondit-il doucement, la vérité peut être découverte en un instant, mais l'accepter, cela prend plus de temps. Dites-moi, avez-vous réexaminé la toile? Oui. Confirmé, c'est une copie. Mais avec des détails si subtils et si précis que j'oserais dire que l'auteur connaissait Reitman, meilleur que Reitman lui-même. Poirot sourit gravement. Parce que l'auteur ne voulait pas falsifier. Il voulait rendre hommage et en même temps raconter son histoire. « Tu crois qu'il reviendra ?» demanda Camille. « Je ne crois pas. Il a rempli sa mission. Il a été vu, il a signé avec présence. Toute nouvelle tentative de contact serait superflue ou trop humaine pour quelqu'un qui a vécu comme une ombre. » Peu après, Poirot se rendit à la poste centrale de Nice. Là, fort de sa réputation et d'un brin de diplomatie belge, il eut accès au relevé de distribution des lettres sans adresse de retour. Et comme il l'avait anticipé, une lettre avait été expédiée 3 nuits plus tôt depuis une boîte postale louée par une fondation artistique locale, l'Atelier du Silencieux. Poirot demanda les formulaires d'inscription. L'écriture du signataire était identique à celle du billet. Nom, Émile Varnet. Poirot plissa les yeux. Varnet avec A, pas avec un E. Une tentative de camouflage. Ou peut-être un moyen de se rapprocher sans complètement usurper. Le formulaire ne comportait pas d'adresse permanente. Il ne contenait qu'un numéro de téléphone portable et une adresse e-mail qui avait apparemment déjà été supprimée, Émile Varnet. Un nom choisi, reflet de l'original. Non pas une appropriation, mais une déclaration. Je n'ai pas besoin de ton nom de famille, j'ai juste besoin que tu saches que j'existe. De retour à l'hôtel, Poirot écrivit une dernière lettre. Ni à la police, ni à la presse, mais à lui-même. Un résumé intime de ce qui s'était passé, comme il le faisait habituellement, lorsque l'affaire revêtait une dimension plus humaine que judiciaire. Il n'y a pas eu de crime qui puisse être jugé. Aucune signature ne puisse être comparée, mais il y avait une blessure profonde. Un enfant abandonné est devenu un artiste silencieux. Et lorsque la mère qui l'a renié a été célébrée de son vivant, il a choisi de se peindre en sa mémoire. Non pas en guise de punition, mais en guise de souvenir. Elle n'est pas morte de peur, mais d'une reconnaissance arrivée trop tard. Il n'a tué ni avec du poison, ni avec des armes. Il a peint son histoire et a laissé son cœur faire le reste. Hercule Poirot, après avoir plié la lettre, Poirot la plaça dans une enveloppe sans adresse. Le soir tombait sur Nice, dans une lueur dorée. Du balcon de sa chambre, Poirot contemplait la mer. Non pas avec tristesse, mais avec une sorte de respect solennel. Il savait que tous les meurtriers n'étaient pas des criminels. Certains n'étaient que des fils perdus, cherchant un nom. Sur la table, une carte postale non timbrée attendait. On pouvait y lire simplement « J'ai signé en couleur », mais le monde ne comprenait qu'en noir et blanc. Poirot ferma les yeux. « Peut-être, mon garçon, c'était toujours ton plus grand crime.
vouloir être vu. Trop tard. Chapitre 10. Le portrait qui n'avait pas besoin de galerie. Le train de nuit pour Paris partit ponctuellement de la gare de Niceville, son sifflement perçant le calme de la côte, comme la note finale d'une partition inachevée. À bord, assis, les mains jointes sur une valise en cuir parfaitement rangée, Hercule Poirot contemplait le reflet de son visage dans la vitre. Non pas comme un miroir, mais comme un tableau. Immobile, posé, délibérément posé. Il pensa à Julien, ou à Émile, ou à tout autre nom que cet homme avait pris au cours de sa vie. Il pensa à sa mère, à la galerie, à la mort sans effusion de sang, au crime sans crime, et surtout au portrait, pas celui du tableau. L'autre portrait de, jours plus tôt, Camille Fournier, encore sous le choc des révélations, avait remis une enveloppe trouvée dans son casier personnel à la galerie. Elle n'était ni scellée, ni adressée à qui que ce soit, mais contenait un bref message. Pour ceux qui veulent comprendre au-delà de la toile. À l'intérieur, un ensemble d'estampes, des dessins, tous réalisés à la main, au fusain et à l'encre. Chacun représentait une version différente du visage numéro 11, le même homme à différentes étapes de sa vie, enfance, adolescence, jeunesse, maturité, parfois avec un regard mélancolique, parfois serein, parfois avec la dureté de quelqu'un qui a vécu trop longtemps sans explication, et à la fin, une illustration sans visage. Juste le corps, assis, devant un miroir vide. Poirot avait étudié les dessins avec attention, non seulement comme des œuvres d'art, mais comme des confessions silencieuses. Il était clair que Julien, l'artiste, se préparait depuis des années. Non pas à la vengeance, mais à l'aexis stérile avait construit son identité non pas avec des mots, ni avec des documents, mais avec des images. Une galerie entière dédiée à un visage que personne n'avait voulu reconnaître. Poirot comprit. Le meurtre n'avait pas été planifié. Julien ne cherchait pas à tuer. Il voulait qu'elle le voie. Juste ça. Le tableau, le dévoilement, le dernier regard, et puis il disparut. Marguerite Vernet est morte d'un coup qui ne venait pas de l'extérieur. C'était le cœur, certes, mais pas le muscle, le centre même de ce qui avait été nié si longtemps. Un véritable fracas contre le mur de l'orgueil, murmura Poirot. À son arrivée à Paris, Poirot fit une dernière halte avant de se retirer dans son appartement de la rue des Capucines. Il visita le petit musée d'art contemporain de Montmartre. Il avait reçu un mot anonyme lui suggérant de s'y rendre pour voir ce que personne d'autre n'a publié. Le gérant le conduisit dans un petit entrepôt où étaient stockées des œuvres non signées, d'origine inconnue. À l'arrière-plan, suspendu entre toile et châssis, se trouvait un portrait sans titre. Ce n'était pas aussi technique que les 11 visages de la vérité. Il y avait des imperfections. Les lignes étaient plus lâches, plus brutes. Mais il y avait de l'émotion, de la puissance, de l'authenticité. Le visage représenté était celui de Marguerite Vernet, plus âgée, certes, mais avec des yeux qui fixaient le spectateur, comme s'il défiait le tableau lui-même. Et sur ses genoux, une lettre non ouverte. Dans le coin inférieur droit, une petite signature. Pas un nom, juste un trait en spirale, suivi d'un point rouge. Poirot regarda le tableau pendant un long moment. « Voilà »
dit-il enfin. Le fils a peint sa mère, non pas par ressentiment, mais par besoin. Il ne veut plus être regardé. Il veut se regarder lui-même. Et enfin, il a appris à le faire. Ce soir-là, dans son appartement méticuleusement rangé, Poirot ferma le dossier d'un léger clic. Il plaça le carnet rouge de Marguerite, la dernière note de Julien et la reproduction finale du portrait dans un coffret en bois verrouillable. Je ne le livrerai pas à la police. Je ne le poursuivrai pas en justice. Car il n'y avait pas de justice à rendre dans cette histoire. Seulement des souvenirs. Et là, tout le monde était coupable, et tout le monde victime. Dans son carnet personnel, Poirot a écrit une dernière phrase. Le crime était le silence, et son châtiment. Être rappelé sans nom, mais avec un visage. Puis, il se versa une tasse de chocolat chaud et alluma une lampe de lecture. Le monde tournait. Les crimes continuaient. Et pourtant, cette nuit-là, le détective belge ne pensa pas à l'appel suivant, seulement à un jeune homme qui avait appris à peindre le visage de l'absence et en avait fait sa signature invisible. Épilogue. Le nom qui n'a pas été prononcé. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis qu'Hercule Poirot avait refermé la boîte en bois contenant le carnet rouge, les notes et les copies des portraits. L'affaire du tableau et la mort de Marguerite Vernet n'étaient plus d'actualité. La presse s'était tournée vers d'autres scandales, plus sordides. Les chroniqueurs artistiques, après un bref débat sur l'authenticité du tableau, les 11 visages de la vérité, ils l'oublièrent rapidement. Le public, comme toujours, passa à autre chose, mais Poirot ne l'oublia pas. Un dimanche d'avril, il reçut une lettre sans en-tête ni signature, timbrée d'une ville autrichienne reculée. À l'intérieur, juste une feuille pliée et une photo. Sur l'image, une classe d'enfants dessine au crayon de couleur, assis dans une salle lumineuse aux grandes fenêtres. À l'arrière-plan, accroché au mur, se trouve un dessin d'enfant, un visage souriant, sans yeux ni bouche, aux contours flous, comme si les détails avaient été remplacés par la lumière. La note disait « Merci de m'avoir rendu mon silence. J'enseigne désormais le dessin à ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils ressentent. Je ne leur demande pas de signer leurs œuvres, juste qu'ils s'y reconnaissent. » Poirot le lut 3 fois, puis il le rangea avec le reste des documents dans le coffre verrouillé qu'il plaça en hauteur sur une étagère, hors de vue. L'affaire était résolue, certes, mais certaines blessures n'avaient pas besoin d'être déduites davantage, juste d'être oubliées. Le même jour, Camille Fournier écrit un article dans un magazine spécialisé en restauration, intitulé « Le tableau que personne n'a signé » abordait l'histoire comme une parabole, une réflexion sur le pouvoir de l'art à révéler ce que le sang, la loi ou la société refusent de nommer. Il y a des portraits qui ne cherchent pas à plaire ou à se vendre, écrit Camille, mais être vus par une seule personne. Quand cette personne les reconnaît, l'œuvre a rempli sa fonction. Le reste n'est que silence. Poirot lut l'article avec un intérêt sincère. Il souligna la dernière phrase, puis il plia soigneusement le magazine et le plaça à côté du journal du jour. Plus tard, après avoir reçu Hastings lors d'une brève visite d'Argentine, il lui raconta l'affaire,
omettant des détails, mais en racontant suffisamment pour provoquer l'expression habituelle de perplexité de son ami. « Mais il n'y a pas eu de coupable » demanda Hastings, le sourcil levé. « Pas de procès? Pas de justice? » « Ah, mon cher Hastings, » répondit Poirot en versant du thé. « Parfois, la justice n'est pas dite à voix haute. Elle est tirée, elle est cachée dans un trait, et son écho ne résonne pas dans les tribunaux, mais dans la conscience de celui qui a enfin décidé de cesser d'être invisible. » Hastings le regarda, perplexe mais respectueux. « Alors, vous considérez que c'est un crime résolu ?» Poirot hocha lentement la tête. « Résolu, oui, mais pas vengé, parce que ce n'était pas un crime commis par intérêt, passion ou ambition. C'était un crime par omission. Et ceux-là sont les plus difficiles à poursuivre. » Ce soir-là, alors que 10 heures sonnaient et que Paris s'installait dans sa routine de lumière tamisée et de conversations murmurées au café, Poirot s'arrêta un instant à sa coiffeuse. Il observa son visage dans le miroir. « Et toi, mon ami, se dit-il à voix basse, auriez-vous osé signer votre histoire si on ne vous avait pas donné de nom ?» Il resta silencieux. Il redressa sa cravate. Il éteignit la lampe. L'obscurité n'était pas un vide. C'était un cadre, un qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait pas besoin de contenir quoi que ce soit d'autre. Post-scriptum, le musée des ombres. 2 ans plus tard, dans une rue tranquille de Graz, en Autriche, un petit espace artistique ouvrait ses portes sans tambour ni trompette. Pas de gala, pas de tapis rouge, juste une simple pancarte « Atelier des visages perdus ». L'atelier des visages perdus. Personne n'en assurait officiellement la gestion. Il n'y avait ni conservateur, ni subvention d'État. Pourtant, chaque semaine, des enveloppes scellées arrivaient, de simples paquets sans adresse de retour. Ils contenaient des dessins, des portraits, des fragments de toiles inachevés. Aucun n'était signé. Tous représentaient des visages. Certaines étaient abstraites, d'autres hyper réalistes. Mais dans toutes, les yeux semblaient exiger une seule chose: être vus. Camille Fournier l'a découvert par hasard lors d'un séminaire sur la restauration éthique à Graz. La jeune femme, aujourd'hui conservatrice en chef au Musée d'art moderne de Marseille, a été séduite par la rumeur d'un espace qui n'expose pas d'artistes, mais des absences. En entrant, elle se sentit enveloppée dans une atmosphère différente. Non pas un musée traditionnel, mais une galerie de murmures. Les murs ne portaient aucun nom, seulement des dates vagues et des notes manuscrites punaisées. L'un d'eux a dit « J'étais le fils d'une femme qui ne me voyait pas. Maintenant, je dessine les visages d'autres personnes qui n'étaient pas vues non plus. » Autre, je me suis peint de mémoire, car il n'y a pas de miroir pour ceux qui s'oublient. Et dans le coin le plus éloigné, il y avait une autre œuvre, un tableau unique, recouvert d'une toile blanche, non pas suspendu, mais posé sur un chevalet en bois brut. Camille a demandé à la gardienne âgée, une ancienne professeure de dessin, qui n'acceptait les visiteurs que par curiosité et non par prestige, si elle pouvait voir le tableau. « Seulement si tu sais ce que tu cherches, » répondit-il sérieusement. Elle hocha la tête. Il a soulevé le tissu, et c'était là. Non pas un visage, mais une pièce. Une bibliothèque,
avec une lampe allumée et une chaise vide devant un cahier ouvert. Dans l'ombre, à peine devinée, une silhouette nous tournait le dos. Le spectateur ne la voyait pas, mais ressentait sa présence. Et sur le bord inférieur droit, encore une fois, une spirale suivie d'un point rouge. Cette nuit-là, Camille écrivit à Poirot. « Mon cher Poirot, je l'ai trouvé. » Ou plutôt, il m'a laissé le trouver. Il n'est pas en liberté, il ne se cache pas. Il est là, parmi les visages dont personne n'a demandé à être nommé. Je ne sais pas si Julien Vernet, Émile Varnet ou l'homme qui a peint sa blessure reviendront un jour en France. Mais leur œuvre continue de s'épanouir. Personne ne signe, parce que tout le monde sait que signer c'est céder, et il a déjà décidé de ne plus jamais demander la permission. Camille Poirot lut la lettre avec un léger sourire. Il était assis dans son fauteuil préféré, dans son appartement parisien, où les rideaux étaient suspendus avec une symétrie impeccable et les plantes taillées avec un soin typiquement belge. Il prit la lettre et la déposa dans la boîte, avec le carnet rouge de Marguerite et les dernières coupures de presse. Puis, il referma le couvercle. Cette fois, avec une clé. « C'est fini, » dit-il d'une voix calme. Mais je savais, au fond de moi, que l'art ne s'arrête jamais. Il change simplement de forme. Quelque part dans les Alpes, un homme dessine sans regarder le papier. Non par mysticisme, mais parce qu'il a mémorisé chaque ligne de chaque visage qui a toujours voulu s'exprimer. Quand il a fini, il ne signe pas. Dessiner simplement une spirale et le laisse ouvert. Chapitre final. La révélation du visage invisible. La galerie Beaumont, où avait débuté cette danse complexe d'ombres et de visages, était à nouveau bondée. Mais cette fois, non pas pour le vernissage d'une œuvre ni pour l'écho d'un mystère non résolu. C'était le cadre de la réunion finale convoquée par Hercule Poirot. Une réunion méticuleusement préparée pour clore un chapitre qui avait accaparé des mois de son temps et de ses petites cellules grises. Les invités qui avaient été répondus. À son appel, les survivants et les protagonistes du drame s'installèrent en demi-cercle dans l'expectative. Charles Deschamps, Camille Fournier, Claude Ravel, Jacques Montfort, Sylvie Manet et M. Duvivier lui-même étaient très présents, ainsi que l'inspecteur Giraud, dont l'expression était passée du scepticisme à une résignation contemplative. Poirot, impeccablement vêtu et avec sa moustache plus parfaite que jamais, se leva avec un calme qui imposait le respect. « Messieurs et mesdames, » commença-t-il d'une voix ferme, « nous avons parcouru ensemble un chemin tortueux, où les mots ont été remplacés par des regards et la vérité par des ombres. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de ce voyage. » Il regarda chacun d'eux avec ses yeux pénétrants. L'affaire a commencé avec un tableau. Les 11 visages de Burgess, la vérité. Une œuvre prétendument redécouverte dont le dernier visage n'apparaissait pas dans les archives originales. Un visage apparu plus tard, un visage qui a changé la vie de ceux qui l'ont vu. Il s'arrêta. Mais ce visage n'a pas été peint par l'artiste original, ni par le restaurateur Émile Rauch, qui, comme on le sait, est mort sans avoir pu remplir sa part. Il a été dessiné par un homme sans droit ni nom, mais qui s'est approprié le tableau pour en revendiquer l'existence. Poirot tourna son regard vers Charles Deschamps. « Vous avez servi d'appât en raison de votre ressemblance physique.
avec le fils méconnu de Madame Vernet, un jeune homme qui, abandonné dans un couvent autrichien, a grandi sans reconnaissance, sans héritage, sans signature légale. Charles essaya de protester, mais Poirot continua sans relâche. Il a choisi la peinture comme moyen d'être vu, pour signer sa présence et non ses mots. Il ne cherchait ni vengeance ni justice, mais reconnaissance. Sa mère, Marguerite Vernet, est morte d'une crise cardiaque en voyant son visage dans le tableau. Un choc d'émotions refoulées et de vérité cachée qu'aucune loi ne pouvait résoudre. Le détective se tourna vers Claude Ravel. « Et vous, monsieur Ravel, avez laissé faire cette manipulation. Vous avez été complice non par cruauté, mais par ambition. Vous désiriez la gloire que ce scandale apporterait à la galerie. Cependant, la vérité n'est jamais vendable. » Ravel baissa la tête, vaincu. Poirot se tourna vers Camille Fournier. « Mademoiselle. » « Fournier, votre discrétion et votre courage ont été essentiels pour découvrir le carnet rouge et les indices qu'il contenait. Sans vous, cette histoire serait restée dans l'ombre. » Finalement, il regarda l'inspecteur Giraud. « Monsieur Giraud, votre travail a été essentiel pour maintenir l'enquête dans les limites de la légalité, mais aussi pour comprendre que tous les crimes n'ont pas de coupable clairement établi. Parfois, la tragédie est humaine et non judiciaire. » Poirot prit une inspiration et s'avança vers le centre, regardant l'espace où le tableau était accroché. « Le véritable coupable ici n'est pas un homme. C'est le silence, l'abandon, le déni. Julien Vernet, ou Émile Varnet, comme nous préférons l'appeler, n'a pas tué avec du poison ou un fusil. Il a peint avec l'absence. Et l'absence, parfois, fait plus mal que n'importe quelle arme. » D'un geste élégant, Poirot sortit de sa poche une copie du dernier portrait qu'il avait trouvé au musée de Montmartre. Cette figure sans visage, assise, devant un miroir vide, c'est son dernier portrait, non signé, non revendiqué. Car une véritable signature est l'acte d'être vu et reconnu, ce que la loi et la société lui refusaient. Les personnes présentes restèrent silencieuses. La révélation leur avait frappé avec la force d'un choc, mais aussi avec la tendresse d'une vérité profonde et humaine. Poirot conclut par une réflexion. « D'après mon expérience, j'ai vu de nombreux crimes où la justice est une arme et le châtiment, un spectacle. Mais ce cas est différent. Ici, la justice est le souvenir, et le châtiment, c'est l'éternité de l'oubli. » Avec un léger sourire, il termina. « La vie, mes amis, n'est pas toujours juste, mais nos minuscules cellules grises peuvent éclairer même les ombres les plus denses. C'est là, et rien d'autre, le véritable art de la déduction. » Avec un doux geste d'adieu, Poirot conclut la réunion. Et tandis que les invités sortaient lentement, le visage pensif, le détective belge s'attarda un instant de plus, fixant l'espace vide où le tableau était accroché. L'absence avait parlé, et il avait écouté.